Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Via Vosges et sur la page Facebook de Terrain de Jeu en direct de Gérardmer où se déroule le trail de la Vallée des Lacs pendant tout le week-end. Allez, on prend un départ prudent, on y va en petite foulée et on se retrouve tout de suite sur le plateau après le sommaire. C'est la grande fête du trail, un court de 31 km, un long de 56, un très long de 90 avec 5300 mètres de dénivelé positif et dont le départ a été donné hier à 1h du matin. 9 courses au total et pour tous les publics, 3000 coureurs sur des parcours splendides, des forêts, des lacs, des chaumes, des sommets, des lumières incroyables dans ce massif de toute beauté. Vous profiterez des images, des ambiances, des résultats et interviews de cet événement formidable, sans oublier les duplex, les reportages et nos consultants en pleine forme. Terrain de Jeu le live est au cœur de l'événement et c'est un immense plaisir. En direct du lac de Gérardmer, donc près des zones départ et arrivée, avec Paul-André Braun qui sera notre expert tout au long de l'émission. Quel expert ? Paul-André est médecin, mais il est aussi trailer, ultra-trailer, finisher de l'UTMB, de la Diagonale des Fous, de l'Ultra de Madère en avril dernier. Ça vous pose un bonhomme. Avant toute chose, bonjour. Hein. Bonjour. Et avant toute chose, nous allons faire un tour sur la ligne d'arrivée avec Loïc Preguenella. Le trail court vient d'arriver. Loïc, vous nous donnez quelques nouvelles ? Bonjour Gaël et bonjour à tous. Alors je suis bien en effet sur la ligne d'arrivée. Juste un petit rappel sur la course du 90 km qui a eu hier avec les victoires de Tony Villard chez les hommes et de Violette Brintet chez les femmes. D'ailleurs je crois qu'elle est dans les parages, donc je vais essayer de la récupérer pour une petite interview. Et là on attend la suite des premiers du 30 km et la première féminine que j'essaierai également d'avoir en live. Voilà. Merci Loïc, merci beaucoup. Alors le département des Vosges est une terre de trail, vous le savez, de trailers et de traileuses. Parmi toutes ces pratiquantes, beaucoup s'illustrent au plus haut niveau. Nous allons nous intéresser à l'une d'entre elles. On devrait normalement avoir un beau jingle à domicile qui malheureusement ne part pas si il est là. Un tout petit peu en retard, mais il est toujours aussi beau. Alors Sarah Vieuil vit dans les Vosges depuis 2010. En découvrant les paysages qui nous entourent, elle s'est prise de passion pour le trail et depuis elle a connu une progression fulgurante. La preuve, elle a remporté le championnat de France de trail long ici même en 2017. Et nouvel énorme exploit, il y a une semaine, elle a obtenu les titres de championne du monde par équipe au Portugal. Avec l'équipe de France évidemment, son portrait réalisé par les équipes de Alabama Productions. Et on se retrouve avec elle et Sissi Cusso ensuite en plateau. En arrivant dans les Vosges, je me suis mise à courir parce que c'est vrai que je ne connaissais pas grand monde et puis histoire d'occuper un petit peu mon temps libre. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir la forêt et notamment le trail, je ne connaissais pas du tout. J'étais étonnée qu'on puisse courir dans un tel environnement. En fait, j'ai découvert vraiment les chemins. Et c'est ça au départ qui m'a motivée. C'est au niveau sensation, bien-être, dans le corps, dans la tête aussi. Mais moi, j'arrive à faire le vide. Tout comme il y en a qui disent je pense à rien quand je cours. Ben, moi, ça m'arrive de penser à beaucoup de choses. Je sais pas, il y a quelque chose qui me tracasse. Je vais courir et puis parfois, j'arrive à prendre des décisions en courant. Quand j'ai envie de courir, j'ai envie de faire plein de choses. Enfin voilà, c'est difficile à expliquer, mais moi, ça me fait énormément de bien et c'est devenu un vrai besoin. C'est quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est assez introverti quand même, et quelqu'un qui est très courageux aussi. Et c'est pas quelqu'un qui est finalement très médiatique parce qu'elle le cherche pas, parce que c'est pas sa personnalité. Mais voilà, elle s'exprime par ses résultats, et puis c'est très bien comme ça. C'est ce qu'on apprécie chez elle aussi, oui. Sarah, c'est une vraie passionnée, elle aime le sport, elle aime la montagne, elle aime se faire plaisir dehors, à l'extérieur. Et aujourd'hui, elle fait des courses parce que je pense que c'est important pour elle de se mettre des objectifs. Mais voilà, elle vit sa passion humblement et je pense que c'est pas le fait d'avoir des bons résultats qui va la changer. Moi, je suis pas du genre à me dire si j'ai pas fait l'UTMB, j'ai rien fait. Non, pas du tout. Je cours pas pour sentir la douleur ou souffrir. Il y en a qui aiment ça, qui aiment se faire mal en fait. Il y en a qui aiment, voilà. J'aime pas être dans le dur. C'est plus la gestion du corps et puis pousser le corps à frôler un peu les limites, mais sans les dépasser. C'est vraiment en découvrant les Vosges que j'ai découvert vraiment la nature, parce que j'avais pas du tout l'occasion
de vivre dans ce genre d'environnement. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne soupçonnent pas tous les terrains intéressants qu'on a ici. Et quand ils viennent, ils se disent « Waouh, je ne pensais jamais que les Vosges, ça ressemblait à ça. » Vous pouvez demander autour de moi, notamment au sein de l'équipe de France. Ils n'en peuvent plus, je crois, du slogan « Jouer la vie en Vosges ». Ouais. Je crois qu'il n'y a pas une fois ou un jour où je ne fais pas un petit clin d'œil aux Vosges. Je vois la vie en Vosges, ouais. Regardez la chance qu'on a. Nous avons donc Sarah Vieille avec nous et Sissi Cusso. Sylvaine, vous préférez qu'on vous appelle Sissi, c'est bien ça? Si, ça me va très bien. Ouais. Sissi, ça vous va très bien, d'accord. Ouais. Sissi, donc vous êtes venu de Uzès dans le Gard, et pas pour des prunes, puisque vous avez remporté le 56 hier, ici même. Donc félicitations. Merci. On va revenir un tout petit peu, si vous le voulez bien, sur la performance de Sarah. On a vu donc, racontez-nous comment ça s'est passé la semaine dernière au Portugal à Miranda do Corvo. 43 km, 2500 mètres de dénivelé positif. Et ce titre? Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Voilà, vous savez tous qu'on a remporté les 2 médailles. C'était l'objectif. Ouais. Et donc, du coup, on dit on a fait le job. Quoi. Parce que les hommes sont aussi champions du monde par équipe, hein, n'est-ce pas? Non, voilà. Donc, c'était vraiment une très belle récompense par rapport à tout l'investissement des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui mettent du temps, de l'argent. Pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles le jour J. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on se donne et on s'est donné ce fameux jour à Miranda do Corvo. Voilà. Et vous, en individuel, vous terminez 8e. Oui. Donc 2e de l'équipe de France féminine. C'est une performance formidable aussi, j'imagine. Oui, je suis super contente du résultat. Oui, je suis contente. Après, c'est comme je dis, j'ai une petite frustration par rapport au départ de course, hein, comme souvent j'ai expliqué. Ça a été difficile de se placer au départ parce que ça joue des coudes, hein, ça laisse pas passer. Pour se faufiler, c'était mission impossible. Et c'est vrai qu'au niveau du terrain, au niveau du parcours, c'était vite un entonnoir. On était vite très difficile à doubler. Donc c'est vrai que les 7 premiers kilomètres, j'ai l'impression de ne pas avoir pu vraiment m'exprimer comme j'aurais peut-être voulu. Mais bon, voilà, après ça reste une course. Si ça serait passé peut-être autrement, j'aurais peut-être mal géré la fin de course. Mais voilà, après, l'objectif individuel, et j'y croyais pas trop, c'était d'avoir ma sélection pour les championnats du monde en Argentine, en étant 2e. Et là, j'étais vraiment super contente de ça. Et puis voilà, avoir couru pour l'équipe, c'est aussi ce que je dis. C'est ma 3e sélection, mais c'est la première fois où je participe directement à ce titre, parce que c'était les 3 premières filles et les 3 premiers hommes. Oui. Et je fais partie de ces 3 premières filles, donc voilà, la fierté est d'autant plus grande. La première femme, c'est Blandine Hirondelle, hein, c'est ça, hein, oui. C'est ça. Juste un mot pour dire que le 31 km est arrivé et que chez les hommes, pour l'instant, on a le vainqueur homme, c'est Guillaume Dussard, donc le Vosgien, du club du CAHM de Rupture-Moselle. On y reviendra. Peut-être que Loïc pourra nous donner de plus amples nouvelles tout à l'heure. Je le vois sur la ligne d'arrivée. Il est à fond. On va attendre qu'il ait quelqu'un avec lui. Juste encore un tout petit mot, peut-être. Il y avait un stage de l'équipe de France avant qui s'est déroulé dans le Cantal. Vous connaissez sans doute ça tous les deux. Vous avez dû sans doute participer à ce genre de stage. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais on mesure l'importance de ce stage, notamment après la réussite qui a été la vôtre pendant ce championnat du monde, en termes de cohésion d'équipe, de volonté ensuite de se dépasser, pas uniquement pour sa pomme, mais aussi pour le groupe. J'imagine que vous avez vécu ça de l'intérieur. Oui, j'ai vécu ça. C'est la 2e année où je retourne au même endroit finalement. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'on est un peu coupé du monde extérieur. On est tous ensemble, on vit tous ensemble 24 heures sur 24. On est entouré par un staff incroyable, que ce soit les kinés, Philippe, Olivier, voilà, qui nous font les plans, la journée. Donc c'est entraînement matin, entraînement l'après-midi, et c'est vrai que ça motive aussi. Et bon voilà, après, même si on est une équipe, je dis toujours, ce stage, il faut faire attention aussi parce qu'on a tendance à un peu à se tirer la bourre les uns les autres, parce que forcément, on se compare, et c'est vrai qu'on est toujours un peu
à l'issue de la semaine de stage, je peux vous avouer que je crois qu'on est tous un peu cramés et qu'on n'a qu'une envie, c'est un peu de repos. C'est vrai qu'on est toujours à vouloir faire plus. Et ça motive aussi, hein. Mais il faut toujours se dire, faut avoir conscience de ses limites aussi. Et puis, à un moment donné, se dire, si ce jour-là, je fais pas tout comme les autres, c'est peut-être aussi, j'en ai besoin. Et puis, il faut aussi penser à la suite, se préserver et pas se blesser surtout. Voilà. Oui. Je vous interromps 2 secondes, je vous donne la parole juste après. Il semble que Loïc... non, toujours pas... Alors oui, je crois que la première femme est en train d'arriver, donc Loïc ne devrait pas tarder à prendre l'antenne. Loïc, vous nous interrompez quand vous le souhaitez. Je crois qu'il est en train de s'approcher de la première femme et on devrait avoir l'interview en direct. Carole, on peut vous faire dire un petit mot. Quelle belle victoire sous un beau temps bien vosgien. C'était comment cette course? C'était très rapide. Je pense que la deuxième, elle est pas loin. Et ça a couru vite dès le début. Après, moi, j'étais assez à l'aise en descente quand il y avait les pierriers. Donc là, au 15e, je l'ai doublé. Puis après, je l'ai plus trop revu. Je pense qu'elle est pas trop loin derrière. Ça allait vite pour moi. Je préfère quand ça monte encore plus. Bravo Carole. On se retrouve sur le plateau avec Gaël tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est Carole Klein, n'est-ce pas, Loïc? C'est bien ça. Exactement. Très bien, bravo à elle. Paul-André, ici, selon vient de parler Sarah, vous l'avez vécu, vous en avez été témoin, vous aussi, de ça, de la façon dont on peut se surmotive peut-être pendant les stages. Oui, moi j'avais eu la chance d'intégrer l'équipe de France en 2015, oui. Avec Sarah d'ailleurs à l'époque. Oui. Et oui, on avait eu la chance aussi de partir en stage quelques jours et c'est vrai qu'elle a raison quand elle dit que il y a l'émulation collective et l'envie d'aller s'entraîner, l'envie d'en faire toujours plus et il faut rester focus sur sa préparation et pas forcément faire les choses pour faire comme les copains. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a envie de profiter aussi du cadre, profiter d'avoir aussi des entraîneurs sur place et voilà, c'est un peu grisant, mais je pense que voilà, il faut trouver le juste milieu en fait, profiter du cadre et de l'environnement pour en faire peut-être un peu plus, mais s'écouter quand même. Alors oui, mais c'est la notion de performance, en fait, si on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus, c'est intéressant parce que dans le reportage qui vous est consacré, quelqu'un dit, je ne sais plus qui c'est, pardonnez-moi, elle n'aime pas la souffrance. Elle pousse son corps. Je ne sais pas si c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Pardon. Non, mais c'est intéressant. Vous ne voulez pas aller au-delà d'un seuil de souffrance acceptable. Je le redis dans mes mots. Et pourtant, on a tendance à penser que la performance dépend de notre capacité à dépasser ce seuil. En d'autres termes, est-ce que la notion de plaisir est primordiale pour vous, ou alors est-ce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes en compétition, vous la laissez totalement de côté, vous ne regardez pas les paysages, vous considérez que tout ça finalement c'est comme un second métier et qu'il faut faire le mieux possible? Ça dépend les courses, hein. J'avouerai que sur un championnat du monde, je suis pas là à admirer le paysage, à me dire c'est beau les oiseaux chantent, non pas du tout. Mais c'est vrai que du début à la fin, les gens qui étaient là pour m'assister, ils ont bien vu, ils me parlaient, je répondais pas, hein. C'est comme vous disiez, focus droit devant, et puis on pense qu'à une chose, c'est pas perdre de temps parce que chaque seconde est comptée. Mais par contre, quand je parle de la performance, pour moi c'est physiquement parlant. J'ai pas encore testé mes limites à me dire à pousser vraiment mon corps parce que j'ai toujours une petite réserve. J'en ai toujours sous le pied parce que j'ai toujours géré mes courses comme ça en fait, en partant prudemment, en me disant toujours à un moment donné je sens, je m'écoute beaucoup et je sais qu'à un moment donné si je dépasse ce seuil là, je sais pas trop comment je vais le vivre, mais donc du coup ce que je dis c'est que j'ai encore du travail par rapport à ça et j'aimerais me lâcher un peu plus et me tester et savoir jusqu'où je peux aller, parce que je vois certains dans l'équipe, surtout les mecs, tout ce qu'ils s'envoient, non mais c'est leur façon, eux ils se mettent vraiment dans le dur, on voit Ludo, Nico, quand ils s'entraînent, On voit justement des images du 56 hier que vous avez remporté. Oui, il y a des gens qui arrivent, qui poussent. Parfois ça passe très bien, il y a des fois ça casse, mais au moins ils ont essayé.
Ouais. Oui, oui, si, Paul-André, après peut-être là-dessus. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose. C'est vrai qu'on peut comparer la course sur route et le trail, et souvent on dit le trail c'est plus de plaisir, le trail c'est plus entre guillemets de la balade, c'est parfois même un peu péjoratif pour la discipline. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'il y a de la technicité aussi, Oui. et du coup ça nous freine. Enfin, moi personnellement je le ressens comme ça. Il y a des moments où je pourrais aller plus vite et me faire plus mal, mais techniquement je peux pas parce que je prendrais trop de risques. Et ça. après moi, en tout cas je suis pas là pour prendre des risques, et je sais ce que c'est que prendre une gamelle en course. Et voilà, on n'est pas là non plus pour se blesser, et voilà, je trouve qu'on est quand même bloqué au niveau technicité en trail, et c'est la grosse différence avec la course sur route où là on peut donner à fond, se mettre dans le rouge sans réfléchir. En trail, il y a quand même une gestion de l'effort qui est très très différente et qui fait qu'on est forcément obligé parfois de mettre les freins, quoi. Paul-André, votre opinion là-dessus, puisqu'il s'agit de ça à mon avis, mais en même temps vous pouvez nous parler à la fois avec votre expérience d'ultra-trailer et votre compétence de médecin. Moi, je suis déjà pas à leur niveau, donc c'est différent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas qu'une ligne directrice dans le trail et dans le sport en général. On a un petit peu trop tendance à présenter n'importe quel sport comme quelque chose, par exemple, il y a une ligne directrice, et puis c'est comme ça, se faire mal, ceci, cela, performer. On a des championnes, là, qui se préparent pour ça, qui sont là pour ça, et qui le font plutôt vachement bien. Et puis il y a des gens qui s'inscrivent, qui le font à leur manière, et qui vont le faire avec autant de passion, autant de plaisir. Il y a quelqu'un qui peut finir dernier d'une course en se mettant, comme on dit dans le jargon, minable, mais qui sera content. Et il n'y a pas beaucoup de sports où le dernier qui va passer une ligne d'arrivée est capable de lever les bras comme le premier. C'est impressionnant. Il n'y a pas ça au tennis, il n'y a pas ça dans d'autres sports, collectifs ou autres, où le dernier peut être aussi heureux, voire plus heureux que le deuxième, qui va faire la tronche, parce que là, il aurait pu passer. Donc, je pense que de toute façon, c'est sport d'endurance, parce que c'est un sport d'endurance. S'il n'y a pas la notion de plaisir à la base, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas le faire 1 an, et tu vas exploser, parce qu'il y a un moment, c'est... Voilà. Après, comme elles disent, vraiment, c'est comme en montagne, c'est de la course sur route, mais avec la notion d'aventure. Donc, il y a un moment donné, ok, tu vas aller vite sur le plat, là, parce que c'est ton arme, mais après, il y a la grande montée. Et la grande montée, si tu t'es cramé avant, si tu t'es cramé les cuisses dans la descente, tu ne remontes plus. Et puis, il faut toujours, plus la distance s'allonge, plus il faut toujours garder une petite poire pour la soif, comme on dit en montagne, hein, ou si jamais tu as un coup de grisou, voilà. Alors après, tu peux tout jouer sur un coup de poker, comme dit très bien Sarah, un championnat du monde, c'est un championnat du monde. Si tu tentes pas là les choses, si tu vas pas là, ça sert à rien. Si là, elle est là, Gérardmer, pour faire dans son entraînement par rapport à son objectif, la course va pas être tout à fait pareille. Bien sûr. Ça va être une course d'entraînement où elle est performante, elle va tenter des choses. Sur un championnat du monde, tu tentes aussi, mais c'est pas pareil. T'es là pour la gagne, quoi. Entendu. Si, juste un dernier mot, et puis on passera au plateau suivant, parce que vous savez, c'est une émission dans laquelle on essaye de donner un maximum de rythme. Je voudrais quand même qu'on parle de votre performance d'hier, puisque vous êtes venu d'Uzès, donc on le disait. Vous avez participé à un tournage vendredi avec les équipes de Alabama Productions. On verra le reportage qui vous a été consacré. Et le lendemain, vous prenez le départ et vous remportez cette course. Vous étiez déjà venu ici en 2017, n'est-ce pas? Vous aviez fini 6e, c'est ça? Oui, c'était dans du championnat de France. 2017, c'est ça. 2017, c'est ça. C'était un parcours un tout petit peu différent. Il y avait des petites variantes. Mais dans des conditions terribles d'ailleurs, si je me souviens bien, de la neige, de la boue, du comme vent, toujours dans les Vosges, de toute façon. Regardez, il fait un temps magnifique, il ne pleut jamais. Il paraît qu'il y a plus de jours de soleil ici qu'à Uzès dans le Gard, saviez-vous? Ah bon, je viens pas assez souvent dans les Vosges. Scientifiquement. Oui. Non, moi c'est un parcours que j'adore. J'avais déjà aimé en 2017, c'est très varié. Il y a de tout, le sol est très souple et c'est hyper agréable, quoi. On sent, il y a de la mousse, et on peut prendre du plaisir dans tout type de terrain. Donc il y a les montées, mais des montées pas trop longues. C'est vrai que quand ça monte pendant 1h30, moi, au bout d'un moment, ça commence à m'ennuyer. Donc là, c'est des montées qui sont relativement courtes. Et puis beaucoup de monde au ravito, une très belle ambiance. C'est toujours un grand plaisir de revenir sur ces terres.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. On aimerait prolonger la discussion, malheureusement je suis obligé d'y mettre fin, je le regrette. Mais avant de lancer le reportage suivant, je vous propose une devinette. Savez-vous ce qui se cache derrière le sigle CV2C? Eh bien la réponse après ça. Oui, car notre reportage hors champ est consacré à ce CV2C. Alors est-ce que l'un de vous trois sait ce que c'est que le CV2C? Non. Alors, on va le découvrir tout de suite parce que le CV2C, c'est le Céramique Vertical Vosges Challenge, imaginé par le trailer Benoît Gandolfi, qui est également spécialiste du kilomètre vertical. Il a d'ailleurs fini 3e de la première étape du circuit mondial à Madère, il y a 2 semaines. Regardez ce reportage de Jean-François Verrier avec les équipes de Alabama Productions et donc vous saurez tout sur le CV2C. Merci. Un temps vraiment à ne mettre que des trailers dehors ce jour-là sur les hauteurs de Bussan pour une reconnaissance en masse d'une des 10 montées sélectionnées pour faire partie de ce Céramique Vertical Vosges Challenge. À la baguette, un spécialiste, Benoît Gandolfi, le Vosgien qui fréquente le circuit mondial et qui a souhaité, via l'application Strava, proposer il y a quelques semaines ce défi collectif sans frais pour les participants, juste pour le plaisir de se jauger sur les chemins balisés pour la plupart les plus pentus du massif. En janvier, j'ai un petit peu fait mon calendrier. C'est le circuit mondial de kilomètre vertical qui s'est rapidement imposé. Donc j'ai cherché les montées les plus raides du massif. Et de là est née l'idée de regrouper toutes les plus belles montées du massif avec une arrivée au sommet à chaque fois. L'idée c'était vraiment de créer un événement qui était fédérateur. Faire en sorte que ce challenge finalement puisse permettre à tous les Vosgiens un peu sportifs de se retrouver. La Mastart, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais si on a envie un matin, un soir après le boulot d'aller se faire une montée, eh ben, on met sa montre, on rentre tout de suite dans le challenge. Là, on va prendre un petit sentier qui longe notre montée. Le mur, c'est 1 km, 380 mètres de dénivelé. C'est clairement la pente la plus raide du challenge. Les règles du jeu sont simples, 10 montées, 10 sommets à gravir quand on le souhaite avant la fin de l'année. Seuls les classements des 6 meilleures ascensions authentifiées par Strava seront conservés. Il faut juste au départ adhérer au groupe mis en place sur Facebook et ça cartonne déjà. On a lancé le challenge fin avril et au bout de quelques jours, on avait déjà une 50aine de traces et chaque personne que je vois sont vraiment contents de pouvoir se dire finalement ouais, on est capable de faire des montées de 700, 800, 900 mètres de dénivelé. Des gens qui s'en pensaient pas forcément capables. Ça fédère de l'élite jusqu'aux coureurs du dimanche, tout le monde est là. Effort intense garanti avec des pentes en moyenne de 16%. Benoît Gandolfi a pris soin de choisir les plus sélectifs des parcours, notamment les fameux ballons vosgiens. Il faudra s'employer partout. La montée, c'est quand même pas évident. C'était un peu raide, beau temps, mais bon, c'est sympa quand même. Aujourd'hui, effectivement, on a trouvé un modèle qui est plutôt pas mal. On a plein d'idées pour l'année prochaine. Nous, on a envie de s'amuser. Il y a plein de gens qui veulent s'amuser avec nous. Le classement final sera connu le 20 décembre. Une 2e saison de ce Céramique Vertical Vosges Challenge étendue à d'autres parcours et déjà dans les tuyaux. Ben voilà, c'est extrêmement clair, on sait tous ce qu'est le CV2C et maintenant on a tous envie d'y participer. Alors John Topin est avec nous, merci beaucoup. Lucas Papy est également avec nous. Paul-André est resté, il reste jusqu'à la fin de l'émission, on le remercie. Alors pardon pour ce cliché journalistique tous les deux, mais vous êtes des phénomènes, chacun dans votre domaine. John, vous avez 27 ans, vous habitez Remiremont et vous êtes atteint de la mucoviscidose. Vous êtes un sportif multidisciplinaire, un grand sportif, même vous avez pris le départ hier du trail long, c'est-à-dire 56 km avec 3000 de dénivelé positif. Lucas, beaucoup vous connaissent, et pour rester dans les clichés journalistiques, vous êtes le stakhanoviste du trail, l'expression que je déteste, mais je l'utilise pour que tout ce soit bien clair. On évoquera vos exploits dans un instant, puisque vous avez participé ici même au trail long, au 91, et puis ce matin au 18 pour récupérer, n'est-ce pas? Alors John, le trail long, c'était le départ hier à 8h du matin. Comment ça s'est passé pour vous tout simplement? Alors bonjour, Bonjour. Oui, donc ça s'est plutôt bien passé pour moi, je suis assez satisfait de ma course, puisque l'objectif c'était avant tout de faire une bonne gestion.
Oui. Également, voilà, d'apprendre à courir lentement, mais sur la distance, justement pour voir un peu les sensations que j'ai, et puis me faire plaisir aussi, bien sûr, parce que le trail, le chemin qu'on emprunte est toujours un beau terrain de jeu, donc forcément, ouais. On en parlait tout à l'heure avec les filles qui étaient avec nous sur le plaisir qu'on peut prendre pendant le trail. Concernant votre maladie, quels sont les problèmes dont vous souffrez tout au long d'une course comme celle d'hier? Ce à quoi vous êtes obligé de faire attention? Alors c'est surtout, en fait, je dirais sur ce terme de format qui est une course assez longue, c'est plutôt des problèmes digestifs, je dirais. Après, en termes de fréquence respiratoire ou fréquence cardiaque, on reste assez bas sur un effort qui dure plusieurs heures. Donc finalement, quand je cours, la maladie, je l'oublie, donc je suis comme tout le monde. Et puis après, c'est juste un travail de gestion, se connaître également. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit. Donc c'est ce que je fais. Et c'est dans ce cadre-là que justement j'ai voulu courir une distance un peu plus longue hier. Notamment pour différents projets qui vont arriver par la suite. Oui, justement, on voit des images du projet, qui présentent en fait le projet dont vous apprêtiez à parler. Il s'agit d'une traversée des Vosges de 100 km avec un départ les 6 juillet, c'est bien ça, si je me souviens bien? C'est ça, effectivement. Voilà, donc c'est un projet associatif, à titre vraiment solidaire. Et sportif du coup, donc le projet ça va être de courir la distance symbolique de 100 km donc à travers le massif des Vosges, partir de Remiremont et puis arriver donc au Grand Ballon qui est le sommet du massif. Il y a un esprit qui vous guide pendant le trail d'hier et pendant cet exploit que vous vous apprêtez à réaliser début juillet et qui vous a aussi guidé sans doute dans chacune des épreuves que vous vous êtes fixées, parce que grosso modo vous en fixez une grosse par an, si j'ai bien compris. Vous avez fait le marathon de Paris, vous avez fait l'une des épreuves de l'UTMB. Dites-moi si je me trompe, c'est de promouvoir le sport dans le cadre d'une thérapie supplémentaire pour la maladie. En tout cas, de prouver que le sport n'est pas quelque chose de dangereux, mais quelque chose qui peut aider justement à améliorer sa condition. Oui, effectivement. Voilà, pour ma part, je me fixe un gros objectif par an, parce que c'est ce qui me fait avancer. Et voilà, donc l'association que j'ai créée également a pour but justement de promouvoir le sport auprès des malades, de sensibiliser sur les bienfaits que ça peut apporter dans le cadre de cette pathologie, et puis également d'aider à la faisabilité de projets sportifs. Parce qu'on pense vraiment qu'il y a vraiment un intérêt pour notre santé de pratiquer une activité physique. Parce que d'une part, ça nous permet nous de mieux nous dégager, de nous libérer à ce niveau-là, et puis parce que le sport, d'une manière générale, c'est prouvé médicalement, ça permet d'augmenter sa capacité respiratoire, d'améliorer son immunité. Donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits et on pense que c'est en tout cas bénéfique pour nous. Donc voilà, on pense que le sport passe par la santé et on a envie de le partager. C'est en ce sens que vous dites que la maladie est un moteur ? Oui, alors moi je l'utilise comme un moteur. Après, voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Mais voilà, en grandissant, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas faire des choses et qu'on n'est pas. On souhaite montrer qu'on n'est pas différent des autres finalement. Voilà. Paul-André ? Moi, je trouve en tant que médecin que c'est une super belle image. J'ai souvent aussi dans mon métier une image pour moi qui est un petit peu particulière parce que j'ai des idées des fois qui détonnent un petit peu et dans le milieu du trail c'était un petit peu pareil et il en est l'illustre exemple. Je dis toujours pour encadrer quelques coureurs que on a tous des défauts. On a tous des défauts, que ce soit physique, mental, peu importe. Mais si tu les connais, tu peux en faire une force. Oui. Tu peux en faire un moteur. Et si tu les connais pas, et dans le monde Facebook, il faut cacher ses défauts, tu vas dans le mur. Mais à tout niveau, dans la vie affective, professionnelle, sportive, peu importe. Connais-toi toi-même,
Et là, mais t'ouvres des portes. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, donc quand il a, par rapport à sa pathologie, tous les médecins vont lui dire, il ne faut pas courir, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et pourquoi ? Alors, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc souvent, mes confrères et moi-même, on est un petit peu trop cartésien, trop scientifique, parce que voilà. Et ce qui n'est pas démontré maintenant, c'est négatif. Donc il faut une ouverture d'esprit. Et le trail, la montagne, les sports outdoor donnent cette ouverture d'esprit. Et dans son exemple, ça doit être un exemple pour beaucoup de sportifs, mais avec des pathologies diverses. Il y a des diabétiques qui ont fait des trucs pas possibles. Mais quand on te dit non, alors il ne faut pas aussi verser dans l'excessif, dans l'autre sens. Je ne peux pas faire, je vais le faire. Non, on peut le faire avec, comme il fait, discernement, un pari qui fait avancer. Mais son handicap en a fait sa force. C'est terrible, mais là maintenant on peut lui dire, parce qu'il va au bout de ses rêves, il n'aurait pas cette maladie-là, il n'en serait peut-être pas là pour ces sports-là. C'est terrible ce que je vais dire, ça peut être mal interprété, je sais, j'ai l'habitude que mes propos soient des fois un petit peu déformés ou pris au premier degré, mais je pense que là, c'est une force et c'est un moteur. Et comme il dit, et c'est un exemple, et voilà. Mais il a beaucoup de discernement. D'ailleurs, on voit dans ses propos qu'il y a de la sagesse, dans sa posture qu'il y a de la sagesse. Et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui passe son temps sur les réseaux sociaux à regarder le nombre de likes qu'il a. Oui. Entendu. Bon, on reparlera un tout petit peu de ça avant de se quitter. Je voulais juste me tourner un petit peu vers Lucas parce que nous avons là un cas intéressant avec Lucas. Depuis le début de cette émission, on est dans un discours très sensé et positif. Et Lucas fait partie de ces athlètes qui forcent l'admiration. Alors, pour donner une idée de la fréquence à laquelle vous enchaînez, c'est assez époustouflant. Alors, il est capable de faire, par exemple, au début de l'année, vous avez remporté la Trans-Grande Canaria 360 degrés. La Trans-Grande Canaria, vous la connaissez vous deux. Je rappelle à ceux qui ne la connaissent pas que c'est une course de 265 km avec 16 500 mètres de dénivelé positif. Donc déjà, remporter cette course, c'est énorme, on est tous d'accord. Mais après 2 nuits blanches et plus de 50 heures de course, donc, il prend le départ dans la soirée, juste après l'arrivée donc d'une deuxième course, la Trans-Grande Canaria classique, 128 km et 7500 mètres de dénivelé positif, et il est allé au bout. Donc j'imagine que les mots sont presque impuissants pour raconter ce qu'a été votre expérience, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer de nous dire ce que vous avez vécu en quelques mots ? Après, moi, j'ai toujours aimé enchaîner les courses. J'ai commencé dans la Drôme sur un challenge où on est à 125 les samedis, 43 le dimanche. Aux Canaries, quand j'ai fait la première édition il y a 2 ans, je me suis dit, ça passe, je peux en refaire une autre. Et là, j'ai essayé l'an dernier, ça n'avait pas marché. Je m'étais arrêté, j'étais très fatigué. Cette année, je me suis préparé un peu plus et puis c'est passé. Mais après, il faut voir aussi la deuxième course. Les 128 km, j'ai un temps de référence qui fait un peu plus de 17 heures. Là, j'ai mis 27h30. Donc j'ai mis plus de 10 heures de plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc sur la deuxième course, il y en a beaucoup qui ont parlé, pareil, qui ont dit oui, mais il a fait machin, tu as fini sur la rotule. La deuxième, c'était une grosse randonnée. Niveau usure et tout ça, c'est juste de la marche. Par rapport à la course, ça habille moins. Après, c'est la gestion de la fatigue. Oui, c'est ça, parce que... C'est ça qui était difficile. C'est une sieste de 3 heures entre les deux. J'ai fait 2 siestes durant la course, mais c'est vraiment de la gestion du sommeil plus qu'autre chose. Après, le reste, c'est passé. Alors là, est-ce que c'est comment dire ? Est-ce que c'est amoindrir votre performance que de dire que enchaîner le 91 de hier et le 18 d'aujourd'hui est une balade de santé pour vous ? Après, moi je m'amuse comme ça. Je fais pas beaucoup de courses à fond, on va dire. Là, je fais pour Vous avez pour fini le plaisir. 31e hier. Voilà, je fais 31e hier. J'étais pas très en forme, je suis fatigué. Oui. Aujourd'hui, les 18 km, ça fait un beau décrassage, on va dire. Après, c'est dans la préparation. Chaque week-end, moi j'en fais une et ça prépare ma course du week-end d'après. Après, il y en a quelques-unes que je me mets comme objectif. Comme les Canaries, la première des 2 courses, c'était un objectif.
que je prépare bien. Et après, les restes, c'est du, voilà, là, c'est du volume pour les prochaines grosses courses. Alors, je dis ça, mais c'est pour qu'on vous connaisse mieux, qu'on vous comprenne bien, parce que ça m'intéresse profondément. Hein. Ouais. La veille du départ du 91, vous êtes venu ici et vous avez également installé les balises avec les organisateurs. Bon, donc vous êtes impliqué dans la vie du trail en général. Il y a un plaisir inouï. Mais on ne peut pas s'empêcher de poser la question, et j'imagine que la question vous a été posée des milliards de fois, donc pardon de la répéter, mais pourquoi ? Parce que ça fait partie du jeu. Pour moi, il faut aussi des gens qui préparent et puis qui montent et qui démontent lors d'une course. Et moi, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien papoter un peu à droite à gauche. Donc, ça fait partie de connaître un peu les bénévoles, faire du balisage, passer du temps avec les gens. Là, les balisages, j'ai fait avec mon fils en porte-bébé. Oui. On s'est promené. Voilà, c'est des belles journées, c'est des bons moments. Puis ça permet d'aller dans l'échange, quoi. Et quand je veux dire pourquoi, pardon, je l'ai mal formulé la question. Je veux dire, est-ce que vous avez découvert ? Et alors, voilà, je vais le dire autrement. Oui. Un jour, je cherchais à comprendre pourquoi nous autres sportifs, parce qu'il se trouve que je pratique un petit peu aussi, nous lancions dans ce genre de projet. Et j'ai trouvé une phrase que je trouvais intéressante qui disait « Je cours pour comprendre pourquoi je cours ». Je me pose la question pour vous. Je me dis, vu ce que vous vous mettez, pardon pour l'expression familière, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? Est-ce que vous l'avez découvert ? Non, ou pas ? Non. Je trouve mon plaisir en faisant ça. Ça me permet de m'évader un peu, de sortir un peu du quotidien. Puis en sortant du quotidien, comme je fais tout le temps, c'est devenu mon quotidien. C'est ma façon de vivre. Hein. C'est une façon d'aller se promener, aller parler avec les gens. C'est vraiment c'est de l'évasion, c'est la liberté. Et le fait que, j'imagine, les gens vous posent sempiternellement la même question, celle que je viens de vous poser, est-ce que c'est quelque chose qui finit par vous agacer ? Ou alors c'est quelque chose qui vous questionne qui continue à travailler en vous ? Ou C'est une habitude. J'ai l'habitude qu'on me pose ces gens des questions. Comment tu fais qu'est-ce que tu fais, machin. Moi je me dis, chacun est différent, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, chacun est fait d'une certaine façon. Moi je suis fait comme ça. Puis moi j'aime bien, je suis beaucoup dans le dialogue, j'aime bien parler avec les gens. Donc ça permet, quand on me pose la question, ça me permet de papoter, quoi. Ça permet d'avoir. Oui, mais on peut jouer au bridge aussi pour papoter et rencontrer des gens. Mais là, c'est quand même une activité particulière qui fait appel à une notion de l'effort qui est là aussi est tout de même très particulière. Et il peut y avoir une forme de violence aussi. Tout à l'heure, vous parliez de la fatigue contre laquelle vous luttiez quand vous enchaîniez ces deux courses gigantesques. Donc, il y a... Après, il faut on va aussi au bout. On essaie aussi d'aller au bout. On essaie aussi de trouver les limites. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au final, moi, j'ai fait des courses, des compétitions, des 6 jours, des 8 jours, des choses comme ça. On se rend compte qu'au final, quand on pense qu'il n'y en a plus, il y en a toujours. C'est là où les limites, elles sont très loin. Et pour l'instant, je ne les ai pas encore trouvées. Après, et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas commencé, vous n'êtes pas né avec des baskets au pied, quoi. C'est-à-dire que vous avez commencé en 2010, vous avez participé à un semi-marathon, c'est bien ça, à Paris ? C'est ça, j'ai fait les semis de Paris en 2010, après j'ai fait les crosses du Mont Blanc et les trails des Aiguilles Rouges. Et après, l'endurance trail est en pied. C'était mon début dans la course à pied. Mais alors, il y a... on parlait d'alpinisme tout à l'heure brièvement avec Paul-André, mais sur l'alpinisme, on dit il y a un moment où il y a comme un déclic, c'est-à-dire on vit une sensation qui nous permet d'éprouver du plaisir, et c'est cette sensation de plaisir qui ensuite a besoin d'être renouvelée. Est-ce que vous avez ressenti ça lors de votre première course ? Et ensuite, j'aime pas le parallèle parce qu'il est un peu maladroit, mais ça peut ressembler à une forme de shoot, et on a envie de retrouver ce plaisir, d'en avoir toujours de plus en plus. Est-ce que ça peut correspondre à ce que vous avez éprouvé ? Il y a un peu de ça aussi, c'est que moi, c'était un moment où ça allait pas très bien, je suis allé faire un semi-marathon avec des copains, ça m'a plu, et ça m'a permis de m'évader. C'est un peu mon shoot, c'est mon moment à moi, c'est le moment où je suis tout seul. Si j'ai envie de parler avec quelqu'un, je parle. Et puis quand on fait du très long, je vois quelqu'un, je passe à côté. Si j'ai envie de parler, je parle. S'il a envie que j'y parle. Et si j'ai pas envie, je trace ma route. Et puis voilà, on peut vraiment passer sur 10, 20, 50 heures de course. On peut passer 20 heures tout seul avec soi-même, tout comme 20 heures à parler à quelqu'un.
On voit quelques images du 18 km auquel vous avez participé ce matin. Encore une dernière chose, et puis après j'aimerais bien que Paul-André et John rentrent dans la discussion, mais je suis allé regarder votre profil Strava, et sur votre profil vous avez choisi un statut qui est vagabond. Oui, ça date il y a 3-4 ans. Il faut savoir, pendant 2 ans, vers 2014-2015, pendant 2 ans, j'habitais dans ma voiture. C'était comme j'habitais tout seul, avant j'étais avec quelqu'un quand on s'est quitté, je savais que j'étais à la maison 3 nuits par semaine, et résultat j'étais toujours à droite à gauche à faire des courses. Donc pour moi ça n'avait aucune utilité d'avoir un appartement, j'habitais dans ma voiture, je dormais dans ma voiture, et puis voilà, il y avait douche et tout ce qu'il faut au travail. Et le reste du temps, dès que je finissais de travailler, j'ai parti courir, et puis voilà. C'est là, j'ai jamais changé ces statuts, c'est vrai. Comment vous envisagez la suite, pardon? Vous avez 39 ans bientôt, c'est bien ça, hein? C'est ça, 39 là. 39, oui. Vous comptez continuer comme ça autant que possible? Autant que possible. Après, là, je suis en train de commencer à faire les démarches pour passer les diplômes d'accompagnateur pour moyenne montagne. D'accord. Pour pouvoir changer aussi, faire autre chose aussi, un peu dans ce qui me plaît. J'aime bien marcher, j'aime bien papoter, j'aime bien c'est être avec des gens. Donc ça peut être une bonne suite après pour plus tard. Mais oui, sinon, oui, tant que je peux, là, je travaille. Cet été, j'ai 2 jours de repos 2 jours de travail par semaine. Cet été, on partira 5 jours à chaque fois à droite à gauche. Ça va être. Voilà. On le sait, Paul-André peut peut-être le confirmer, mais que cette activité n'est pas tout à fait neutre en termes d'usure physique. Pardon de vous poser la question comme ça, mais comment vous vous imaginez si vous continuez à ce rythme-là? À 60, 65, 70 ans, ça vous arrive parfois d'être angoissé à l'idée des conséquences que ça peut avoir sur vous, sur vos articulations ou pas? Ouais, pas forcément angoissé, j'y pense. Je sais que voilà, on parle aussi de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent. Hein. Après, je me dis aussi, que ce que j'ai fait là, peut-être même sans rien faire là, à 65 ans, je ne pourrais pas le faire. Oui. Je me dis autant le faire maintenant que je peux. Et je me dis aussi que voilà, moi je fais pas tout à bloc. Moi j'essaye, il y a beaucoup de courses, c'est des grosses randonnées. À mon rythme, à mon niveau entre guillemets, je vais pas toujours dans le rouge. Et c'est vrai que l'usure, je pense qu'elle est un peu plus petite par rapport à ce qui pourrait être si j'avais fait, si j'ai fait le 30, les 20 à 1h30, les 90, voilà, ça c'est important. Il faut savoir, à mon avis, il faut savoir se connaître. Il faut savoir quelles sont ses limites et puis se dire tiens, sur celle-là je vais y aller, mais en sachant que quand on y va beaucoup, on s'abîme beaucoup plus. Oui. Quand ça tape bien dans les articulations, là c'est beaucoup plus mauvais. Après, voilà. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs une grande idée reçue un petit peu dans le milieu du trail. Je te rassure, j'ai 54 ans, je reviens du Mute, je continue sur ces grands projets, en alpinisme aussi dans le monde, des ascensions sur des 8000. Et à un moment donné, on va retrouver le même dénominateur commun que tu as aussi, c'est la passion. Oui. Alors, je trouve le plateau est intéressant parce que tout à l'heure, on avait 2 passionnés de montagne chez les femmes, je les connais bien. C'est vraiment des amoureuses aussi du sport outdoor, mais qui sont compétitrices parce qu'elles sont très performantes. Et puis là, vous avez sur le plateau des amoureux du sport. Voilà, la performance n'est pas forcément que le moteur. Oui. Et dans l'idée reçue qu'on a, c'est quand tu vas faire un trail court, si tu as la possibilité de prendre un départ, comme je dis toujours, tu débranches le cerveau, tu pars à fond, tu montes à fond, tu descends à fond, tu cours à fond. Oui. Et là, tu te fais mal. Oui. Tu te fais mal parce que justement, l'entraînement, tu vas le faire sur des bases courtes, donc tu vas à fond. Donc dans les descentes, tu regardes le pied où tu le mets, pas trop et tout. Alors que sur du long, sur une distance plus longue, je vais dire, il faut surtout pas débrancher le cerveau. Il faut courir, comme tu disais, avec des plans de course. Comme disait aussi Sarah, et comme tu dis pour gérer. Donc tu te fais sûrement moins mal. Tu vas pas descendre une descente à bloc. Parce que tu sais que tu ne remonteras pas. Donc tu descends plus doucement. Quand tu vas t'entraîner, tu vas mettre un peu de vélo. Et pour avoir pratiqué du long, du très long, il y a un moment donné, tu te rends compte que finalement, moi je me blesse moins sur de l'entraînement de long, de l'ultra,
que sur du court. Alors quand tu dis ça, l'ultra, c'est le mythe, c'est le chose. Oui et non. Moi, en tant que médecin, je dis qu'on se blesse moins sur du long bien fait que sur du court, même bien fait, parce que le court bien fait, au niveau cardio, au niveau articulaire, tu prends des impacts tout le temps, quoi. On va aller voir si vous voulez bien, Paul-André. Merci beaucoup. C'est passionnant parce qu'on a des similitudes en effet sur le plateau. On va voir s'il y a des similitudes aussi sur la ligne d'arrivée avec les invités, appelons-les comme ça, de Loïc Preganella. Loïc. Ouais, et bien Gaël, je suis avec deux très très beaux invités parce qu'ils viennent de Guadeloupe quand même, Willy et Gérard. Alors Willy, comment vous êtes arrivé à faire ce trail de la Vallée des Lacs dans les Vosges? Le trail de la Vallée des Vosges, c'est un trail qu'on a connu l'an dernier par rapport aux qualifications des championnats de France. Donc comme c'est la dernière épreuve avant les championnats, donc on était obligé de monter pour pouvoir la faire. Et on sort de la Guadeloupe depuis jeudi, on est arrivé par avion. On arrive à 11h30 et ensuite on a dû prendre la voiture pour arriver à Gérardmer. Super. Gérard, je sais qu'en Guadeloupe, il y a des terrains qui sont très très techniques. Aujourd'hui, il y avait un petit peu de pluie, il y avait des racines. Est-ce qu'on peut assimiler les parcours guadeloupéens aux Vosgiens ou alors c'est complètement différent? C'est complètement différent puisque même avec la boue ici, c'était une autoroute par rapport à la boue qu'on a aux Antilles. Et moi, j'étais sur le 18 km comme je suis venu pour accompagner Willy. Donc j'ai profité de l'occasion pour faire le 18 km aussi. Super. Willy, pour conclure, c'était vraiment une belle course avec un beau niveau. Enfin, tu t'es fait plaisir? Ah oui, moi je me suis fait plaisir. Hein. L'objectif c'était de se qualifier, il fallait juste terminer. Je pense que je rentre dans les 25. Je me suis fait vraiment plaisir et c'est un magnifique paysage ici. Super. Merci beaucoup Willy et Gérard. Merci beaucoup à vous trois. Je précise que donc ils ont participé tous deux au tour au trail de 31 km, le trail court. Merci beaucoup, je pense c'était un plaisir de vous rencontrer. Je pense qu'on a mieux compris votre démarche et la passion qui vous anime. Voilà, pareil, on pourrait prolonger, mais malheureusement, on va être obligé de s'interrompre. C'était un grand plaisir de vous avoir. John, merci beaucoup à vous aussi. Bravo. Et on peut peut-être préciser simplement que le 6 juillet, lorsque vous prendrez le 6 et 7 juillet, donc on peut courir avec vous pour vous soutenir, parce que vous en aurez besoin sur ces 100 km. Et donc, comment on peut vous retrouver ? Tout à fait. Alors le but de ce défi, c'est d'essayer de mobiliser du monde autour de la cause. Hein, et chacun pourra me rejoindre en fait. Donc je partirai. Le départ est fixé à 18h du plan d'eau de Remiremont. Oui. Hein, voilà. Et après, donc, je me dirigerai vers Cornimont par la voie verte, en passant par la vallée de la Moselotte. Et après, ce sera du trail. Et donc après, pour les différents points de passage, ce sera communiqué sur les réseaux sociaux, en fait, hein, en fonction de comment je m'arrête, comment je gère. Et on retrouve, quelle est l'adresse pour vous Alors, c'est le nom de l'association, hein, Respire ensemble contre la mucoviscidose. Entendu, voilà. Très bien. Bah, j'espère qu'on sera nombreux à vous suivre. Et bravo pour ce challenge. Merci beaucoup à tous les deux. L'athlète à laquelle nous allons maintenant nous consacrer un reportage, vous la connaissez déjà, elle était sur notre plateau il y a quelques instants et nous allons nous intéresser de plus près à elle. On parle bien sûr de Sissi Cusso qui est donc venue de Uzès dans le Gard. Elle s'est imposée hier sur le trail long de 56 km. Son portrait et sa course grâce aux merveilleuses équipes d'Alabama Productions. Dans les Vosges, j'ai dû venir 3-4 fois, pas plus, principalement pour le sport, donc pour la pratique du trail running. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup pour ces types de sports, justement, parce que c'est très vert, parce qu'il y a un terrain souple et que ces grandes forêts donnent envie d'aller galoper, d'aller grimper. Il n'y a pas des grandes pentes, c'est vrai que le dénivelé reste modeste, donc on peut grimper, mais voilà, on ne grimpe pas pendant des heures et moi, ça me va bien.
À mon sens, les Vosges, c'est une terre de trail. Oui, bien sûr. C'est un bon mélange de technique, mais aussi de parties courantes. Ayant déjà fait ce parcours lors des championnats de France en 2017, je sais à peu près à quoi m'attendre. Je sais que je vais avoir un peu de tout, donc c'est ça que j'aime aussi, c'est la variété. Donc c'est ça aussi que je suis venue chercher, et c'est ça aussi que j'aime dans les Vosges, c'est qu'on trouve de tout, en fait, sur un parcours de 30 à 60 km. C'est vrai que j'ai la chance d'énormément voyager grâce à mon travail, grâce à Emotion Trail, qui nous a permis de découvrir des super terrains de jeu un peu partout dans le monde. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. En France, on a déjà beaucoup de très jolis coins. En tout cas, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup et j'aimerais prendre un petit peu plus le temps de me perdre dans les petits sentiers par ici et vraiment d'explorer encore un petit peu plus les alentours. Je reviendrai. Bonjour, Michel Laveste avec nous, président de l'Athlé Vosges Entente Club, ainsi que les deux vainqueurs du trail court, un parcours de 31 km avec 1750 mètres de dénivelé positif, qui est parti ce matin à 8h. Alors, donc Carole Klein, déjà, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des écoles, vous êtes du côté de Grenoble, c'est bien ça. Et vous étiez une spécialiste de la course d'orientation ? C'est ça, il y a quelques années déjà. Bien, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un petit peu de votre course et de cette course en particulier, de ce parcours. Guillaume Dussard, donc on vous connaît, vous êtes du CAHM, club dans la vallée de l'Haute-Moselle, du côté de Rupt-sur-Moselle, c'est bien ça. Et donc vous avez remporté la course masculine ce matin également. Bon, voilà. Bravo à tous les deux, tout d'abord. Merci d'être avec nous. Merci pour cette belle organisation, n'est-ce pas? Merci la 18e édition. Carole, tout d'abord, comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, tout simplement? Vous connaissiez cette course? Vous étiez déjà venu ou pas, non? Pas du tout, pas du tout. C'était l'occasion de faire une qualif pour les championnats de France à Méribel. Et c'était l'occasion aussi d'aller à Belfort voir la famille. Mais voilà, donc on a fait d'une pierre deux coups et je me suis retrouvée ici. La famille va bien? La famille va bien, voilà. Donc ça, c'était hier. Et puis aujourd'hui, la course. Elle est venue vous supporter aujourd'hui. Elle a pu assister à votre victoire? C'est mon compagnon et mon petit. Voilà, donc ça a été un peu compliqué. Il a fait la sieste, donc il m'a pas vu courir juste à l'arrivée. Et les 15 premiers kilomètres ont été compliqués pour moi. Pourquoi? Pas d'échauffement, rien. Je suis partie à froid et j'ai vu Hélène qui a couru hyper vite dès le début. Cor, c'est bien ça. Hélène Coll, Hélène Coll, je la connaissais pas, mais j'ai vu sa foulée et c'est parti vite. Donc je l'avais en visu pratiquement tout le long jusqu'au 15e. J'attendais des descentes un peu techniques et il n'y en avait pas énormément, mais les deux, ça m'a permis de revenir sur elle. Et puis la deuxième descente, je pense qu'elle a craqué un petit peu et après, ça m'a remis dedans. Moi, j'ai retrouvé les jambes à 15 km, mais avant... Oui, on voit les images du départ. Là, j'ai suivi un petit peu la course sur le live trail et vous étiez pas très loin. Vous étiez à 30 secondes. Voilà, Voilà. Par rapport à ce à quoi vous êtes habitué en termes de parcours, j'imagine que vous allez vous entraîner dans la région de Grenoble, dans la Chartreuse, etc. Alors, je m'entraîne pas énormément. Ah bon, d'accord, très bien. Vous gagnez, vous entraînez pas énormément. Je m'entraîne je fais 11 bornes et 405. Je fais une petite boucle autour de chez moi à 450 mètres de dénive, 11 bornes. Après, je fais les trails le dimanche. Voilà. Et ça fonctionne pour l'instant. J'aimerais bien me mettre à faire... plus 40 bornes, parce que je sens que c'est à partir de 20 bornes que je me sens bien, en fait. Voilà. Donc, bravo. Moi, je suis épaté. Si vous entraînez pas, que vous reportez des courses comme ça, je sais pas quoi dire. Ça me laisse pantois, je dois avouer. Guillaume, vous vous entraînez, vous, un petit peu ou pas? Oui, un petit peu quand même. Je trouve qu'il n'y a pas trop le choix quand même. Il faut avoir une certaine résistance, mais ouais,
on va dire entre 7 heures et puis quand je fais 10 heures dans une semaine, c'est vraiment bien. Oui. Après, bon, je trouve que c'est pas mal, mais bon, c'est par rapport à certains gars, c'est quand même peu. Bah, vous n'êtes pas comme Lucas Papi, mais vous faites quand même à peu près toutes les courses de la région, quoi. En général, vous êtes sur la ligne de départ. Ouais, à peu de choses près. Ça fait 4 ans que je cours. Je les ai à peu près toutes faites. Oui. Parce qu'avant, une fois, et il y en a, ça fait la 3e ou 4e fois que je viens. D'accord. Parce qu'avant, vous étiez cycliste, hein, pour ceux qui... Avant, j'ai fait 15 bonnes années de vélo. D'accord. Ouais. Ce parcours, donc, vous le connaissiez ? Par cœur. Par Sauf cœur. la fin qui a un peu été modifiée, mais ça n'a dérangé en rien. À quoi il ressemble ? Au début, mine de rien, il y a 1 kilomètre voilà, tranquille, et après, ça monte assez sec, n'est-ce pas, dès le premier kilomètre ? On a 1 kilomètre de route, et puis après, c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. On se tape 3 bons kilomètres et demi, on va dire, très très raide. Et puis ensuite, c'est parti, on découvre la nature vosgienne, et puis vraiment un beau circuit. Entendu. Alors vous savez quoi, on a parlé du 30, on va parler un petit peu plus du 90 avec Loïc Preguenella, qui est normalement avec la femme qui a remporté cette course hier, Violette Brintet. Et oui, cette jeune demoiselle, donc Violette Brintet, qui a gagné le 90 km hier. Déjà, tout d'abord, félicitations. Violette, on t'a vu au bord de l'arrivée dès ce matin. Tu voulais peut-être faire une course ou pourquoi tu étais là ? Non, je suis venue remercier l'organisation ce matin car on m'a offert un dossard pour participer. Voilà, donc c'était l'occasion de venir dire merci et puis revoir un peu les têtes que j'avais pu croiser hier sur la course. Alors Violette, comment tu es venue à t'inscrire sur le trail de la Vallée des Lacs ? Est-ce que tu es du coin ou d'ailleurs ? Non, je suis de Dijon à la base. Les Vosges, c'était une région que je connaissais pas du tout. À la base, je voulais aller dans les Alpes et après, c'est des amis qui m'ont dit viens participer à ce trail, on peut avoir un dossard, ce sera l'occasion de découvrir et voilà. Alors qu'est-ce que tu as découvert et en plus, au-delà d'avoir gagné cette course, qu'est-ce que tu as pu voir ? Est-ce que tu as pu prendre beaucoup de plaisir sur ces sentiers ? Ah oui, j'ai adoré les sentiers, surtout la première partie qui est très technique. Je me suis vraiment fait plaisir dans les descentes, je trouve que c'est un petit côté de la Réunion. Par contre, je ne connaissais pas du tout le climat vosgien, qui est très humide, encore pire que Dijon. Mais voilà, c'est vraiment des sentiers très techniques, une nature superbe, ouais, super. Ok, donc beaucoup de plaisir pour Violette. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Paulan, parce qu'après 90 km d'effort, il y a une grosse part de récupération, je pense, derrière. Donc voilà, tu vas peut-être nous dire quelques secrets et Paulan pourra compléter. Sur ta récupération ? Un bon verre de mercuret, et puis voilà. C'est recommandé ça, Paul-André Braun, le mercuret ? Bon, alors moi je suis un petit peu étonné de ne pas trouver plus de monde dans le lac. Ah oui. Et pourtant on en a vu quelques-uns, en effet. Parce que c'est une chose que j'avais introduit au fameux Steph Brobro, bien connu du coin. C'est que pour la récupération, la première fois que je lui ai dit viens, on va foutre les pieds dans le lac de Retourne-Mer quand il faisait pas très chaud et qu'on allait s'entraîner sur les crêtes, il m'a dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et j'avais vu que les rugbyman du Stade Français, ils avaient des grosses poubelles avec des glaçons. Oui. Il y a plusieurs années de ça. Et je m'étais intéressé là-dessus, c'était les prémices de la cryothérapie. Qui est maintenant admise. Et alors, des fois on pose des questions, mais il y a tout dans les bouquins, mais c'est pareil, ça manque aussi un petit peu de discernement des gens là. Mais aller dans l'eau, en plus c'est vachement marrant. Oui. Et puis alors, en termes de récupération, mais il y a rien de mieux, quoi. Il y a rien de mieux. Récupération, Vichy-Saint-Thior, alors la bière, le vin, pour fêter un truc, mais au niveau médical, récupération pour le sport, c'est non. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il y a une légende sur la bière. Il y a des légendes. Oui, il y a des sels minéraux, c'est comme le vin. Tu bois, tu manges du raisin, un verre de jus de raisin, mais tu n'as pas l'alcool. L'alcool pour le sport, non. Et voilà, à part au départ, parce que ça te désinhibe. Et puis il y en a qui partent avec ça, parce qu'ils ont besoin de ça pour le stress. Oui. C'est terrible ce que je viens de dire, mais c'est une forme de dopage. Alors vous, la trempette dans le lac, vous l'avez déjà faite ou vous comptez la faire en sortant de ce plateau ? Ah non, non. Non, merci. Non, pédalo éventuellement. Non, elle est chaude aujourd'hui. Un mot pour finir avec vous. Vous avez déjà évoqué ça tout à l'heure vaguement, mais Loïc vient d'interviewer Violette qui a remporté le 90. Est-ce que vous comptez, pourquoi vous choisissez le trail court et avez-vous envie de faire plus long à l'avenir ? On en a déjà parlé un petit peu ensemble, mais...
Moi, c'est un objectif, ouais. Ouais. Peut-être pas 90, mais plus des distances 40-45. Cette année, je fais les championnats de France de trail court, mais je pense que l'année prochaine, je viserai le trail long. Voilà. Guillaume? Eh ben moi je voulais faire le 90 justement, c'était prévu dès le début de la saison et puis je me suis blessé à un mollet puis à l'autre ensuite, donc ce qui fait qu'on ne peut pas s'engager là-dessus n'importe comment et puis avoir la déception de devoir s'arrêter parce qu'on a trop de douleur ou quoi que ce soit. Là ça a été pas trop mal aujourd'hui, par contre je vais m'arrêter parce que tous les matins je me lève, j'ai les mollets tout raides comme tout, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ouais, j'avais vraiment envie de le faire. En plus, Loïc le faisait. J'ai pas mal de copains qui le faisaient. Mais partir dans une autre optique carrément, parce que 31, ça court vite. C'est vrai qu'on se retrouve tout seul dans les bois. C'est super, on est avec les oiseaux limite. Mais 90, ouais, avoir le petit piquant en plus, parce que là j'ai trop l'habitude de le faire en fait, et au niveau du 30, et pas forcément avec 30, voire même 15 bornes des fois. Pas forcément avec la même idée de performance, je veux dire. Pas forcément de avec performance même. Ouais, c'est vraiment juste le finir pour moi-même, prouver ça quoi en fait. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Alors Michel, on va vous donner la parole tout de même parce que vous êtes là bien sage alors que vous êtes chez vous, hein. C'est vous le patron ici. Non mais on vous accueille. Donc vous êtes président de l'Athlé Vosges en tant que club, c'était la 18e édition du Trail de la Vallée des Lacs. 18 ou 19 d'ailleurs si on compte le championnat de France 2017. Ouais, c'est un plus. Oui. Et avant il y avait la première organisation des 100 km qui précédait la première édition du Trail de la Vallée des Lacs. J'ai une question, la passion elle est toujours intacte ou pas? Oui, la passion est intacte. Là j'avance puisque on organise depuis plus de 30 ans maintenant. Avant j'ai fait 17 ans de compétition vélo avant de me mettre accidentellement à la course à pied. Et puis finalement j'ai été vacciné par le macadam dans un premier temps et puis par le trail après quoi, voilà. Et là, comparativement au nombre de participants que vous aviez à la première édition, j'imagine que le succès et la qualité du parcours, de l'organisation, mais aussi la mode, disons-le comme ça, qui est devenue le trail, vous avez eu un nombre de participants qui a été multiplié par 5 ou 6, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais. On est parti de 600 inscrits en 2002, première année du Trail de la Vallée des Lacs, 600 inscrits, et on est aujourd'hui quasiment à 3000. Il faut savoir que si on avait accepté plus de monde, on arrivait à 3300, 3400 personnes. Mais on a un engagement vis-à-vis des services préfectoraux, vis-à-vis de l'environnement. On s'est fixé un maximum de 1300 concurrents par jour. Donc si on rajoute les enfants et la course de 5 km, on est aux 2800 inscrits aujourd'hui. Et c'est notre philosophie, on préfère de la qualité à la quantité, donc on n'ira pas plus loin, ça c'est évident. D'accord, et vous étiez les premiers, n'est-ce pas Oui, on a été les premiers à faire vraiment du trail, et puis avec d'autres personnes, j'ai eu la chance de faire partie de la première commission nationale des trails en France, où on a lancé notamment le TTN. Ce qui nous a bien aidé d'ailleurs dans notre organisation, puis force à la mise en place des championnats de France. On voit les images du 56 et du 90 qui ont été tournées hier. Vous avez quoi, un tiers de locaux, grosso modo Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on a à peu près, en pourcentage, 65 départements français représentés. On a 20 nations différentes provenant de 9 pays. En France, il y a beaucoup d'étrangers qui habitent en France et qui viennent courir. Mais on a donc 20 nationalités provenant de 9 pays étrangers. Et alors, deux petites questions encore, parce que vous l'avez dit, je comprends bien maintenant, tout ça est lié finalement. Comment garder la passion? La passion, ça peut être, ou l'enthousiasme d'année en année, ça peut être l'envie de grandir. Vous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est la qualité. Et vous avez d'ailleurs un formulaire à remplir par les concurrents à la fin du trail, de la manifestation, dans lequel vous posez des questions sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, les attentes, etc. Qu'est-ce que ça vous apprend chaque année? Chaque année, on essaye d'en tirer des conséquences et d'apporter des améliorations sur l'année d'après. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on est à la perfection, mais j'ai la chance d'avoir autour de moi des équipes autonomes, et notamment un directeur de course avec Marc Fegli, pour ne pas le nommer.
un responsable de la communication qui est vraiment extraordinaire. Donc il va mettre en ligne un questionnaire et j'espère que bon nombre vont répondre. L'année dernière, sur 2365 inscrits, vous voyez qu'on a progressé d'ailleurs en nombre cette année, eh bien il y a 17% des gens qui ont répondu. Quand vous faites un questionnaire, 17% des gens qui répondent, je pense que ton conjoint qui est dans l'informatique et la statistique, il doit te dire que c'est intéressant. Ça faisait près de 400 personnes qui répondaient et là on a tiré profit, on a vraiment communiqué autour de tout ça, sur les hébergements, sur l'accueil, sur pas mal de choses. D'accord. Pour finir, il y a une question que je vais vous poser également. On le disait, 18e, 19e édition. C'est un peu le même genre de question que j'ai posé à Lucas Papi. On la pose souvent aux athlètes, on la pose rarement aux organisateurs. Alors on n'est ni chez Lacan, ni chez Freud, ni chez Jung, mais vous, pourquoi parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça? C'est la passion. La passion du bénévolat au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est donner. Et le recevoir, c'est la poignée de main, c'est le petit verre qu'on pourra prendre ensemble tout à l'heure peut-être, et je l'espère. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et ça suffit à votre satisfaction. Tout à fait. Ouais. Et vous avez fait le chemin de Compostelle, n'est-ce pas, en 2010, oui, c'est ça? Ça c'est personnel. Oui, mais justement, je me demande si vous avez appris des choses sur ce chemin, parce que c'est un chemin qu'on ne prend pas uniquement pour marcher, on le prend aussi pour penser à soi et aux autres. Est-ce que pendant ce chemin, par exemple, vous avez réfléchi à toutes les épreuves que vous avez dû traverser et comment les dépasser? Et aujourd'hui, dans le travail d'un organisateur, il y a des épreuves qu'on doit dépasser et qu'on doit dépasser. Oui, alors déjà, je pense que quand on s'engage dans une épreuve, dans un travail, on doit toujours avoir un objectif. Et se fier à cet objectif et faire parler le cœur. Et si on parle de Compostelle, je pourrais en parler librement en aparté si vous voulez, mais moi j'avais l'objectif d'avoir une coupure dans ma vie professionnelle et de faire un retour sur ma vie passée. Et voilà, c'était l'objectif. Alors, c'est vrai qu'on pense aussi au futur, à des choses. Et j'ai eu la chance à mon retour de connaître des gens, donc j'ai cité 2 noms tout à l'heure, et d'autres qui aujourd'hui me secondent et j'espère même plus à l'avenir, quoi. Voilà. Et j'ai aucune crainte pour le trail de la Vallée des Lacs. En tout cas, on vit entre passionnés. Et quand on vit la même passion avec le même objectif, je reviens à l'objectif, c'est là que ça marche. Entendu. Bon, merci beaucoup. Merci Paul-André de nous avoir accompagnés également. Encore une fois. Un petit mot, je trouve que ces hommes de l'ombre, c'est bien que vous les mettiez en lumière. De la même façon que tout à l'heure, on peut finir la boucle avec Sarah qui fait son top 8. Elle parlait de l'esprit d'équipe. Il y a quand même Philippe Propage, qui est leur entraîneur, qui est un gars d'une humilité, avec un savoir et une modestie, mais par contre un objectif, comme tu dis, avec le cœur, et qui ne se met pas en avant aussi. Alors peut-être que maintenant, nous, on fait partie aussi de cette ancienne génération où on n'a pas toujours un besoin de communiquer, de se mettre en photo, de liker, de ceci, de cela, du look, du machin, il faut que je ressemble à l'américain du coin. Et ces gens-là font un travail extraordinaire. L'équipe de Philippe Propage, comme elle l'a dit, si lui, il n'est pas là, ils ne sont pas champions du monde. Oui. Et ça fait 8 ans qu'il fait le boulot là, de la même manière que Michel est là, avec l'équipe, avec Marc. Et c'est des hommes de l'ombre, et c'est bien que vous les mettiez un petit peu en lumière, parce que je trouve que dans le siècle qu'on vit à la fin, là, on met un peu trop en lumière des fois des gens qui brillent un peu de trop à force. Voilà. Entendu. Merci et bravo à eux. Merci à vous, on l'a fait, on continuera à le faire avec grand plaisir. Et puis merci aussi, parce que je pense que dans cette émission, au-delà de l'aspect sportif, on a aussi abordé d'autres thèmes qui étaient passionnants et qui étaient divers. Et tous autour de l'idée du plaisir, de la nature et de l'effort. Voilà, c'est des valeurs qui, de temps en temps, valent peut-être le coup d'être mises en avant, elles aussi. Merci à vous deux d'être venus nous rejoindre peu de temps après votre arrivée. Et puis, on se retrouve tous dans le lac d'ici quelques temps. À 13h, la remise des prix. À 13h, la remise des prix, n'oublions pas ça. Voilà, merci encore. Merci à Loïc Préganella et toute l'équipe d'Alabama Productions, à Jean-Christophe Defranou, Dominique Renaud et toute l'équipe de Via Vosges.
Vosges. Merci à Stéphane Touvenot et toute l'équipe du conseil départemental des Vosges. Une grande et belle équipe. Avant de se quitter, on souhaite encourager aussi Muriel Burbao, qui est vainqueur de l'Infernal 200 en 2017, entre autres, hein, et qui sera la première féminine à tenter la grande traversée des Vosges, 210 km d'Abresse-Villers à Belfort, les 21 et 22 juin. On suivra son épopée. Nous, on se retrouve après les vacances d'été. Ce sera le 8 septembre, ici même, pour le triathlon de la Vallée des Lacs, à Gérardmer. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Merci encore.